Hello everybody, bonjour tout le monde, nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo qui va porter sur la sclérose en plaques, toujours avec la neurologie, le module de quatrième année de médecine. Pourquoi la sclérose en plaques? On va aborder la neurologie cours par cours, surtout les chapitres les plus intéressants, les plus importants à expliquer pour la formation et pour la préparation aux examens. La sclérose en plaques est une maladie très fréquente, c'est un sujet de recherche qui est en train d'être innové par les nouvelles technologies et les nouvelles modalités thérapeutiques qui va très probablement révolutionner les démarches diagnostiques et les choix thérapeutiques dans 10 ans, 20 ans plus tard, Inch'Allah. Je me présente encore une fois, je suis Kirat El-Addin, je suis étudiant externe en cinquième année de médecine et je suis l'auteur du livre Neurologie pour externe. Je suis aussi le présentateur de cette vidéo. Et let's get into it sans trop bavarder. I have no disclosures, sauf que le cas clinique que j'avais utilisé pour préparer ce PowerPoint est totalement virtuel. Je l'ai créé juste pour expliquer, simplifier le cours. Donc il est très simplifié dans un titre pédagogique uniquement. Et je veux noter que vous pouvez suivre avec notre nouveau livre, Neurologie pour externe. Je vous assure la qualité des informations présentées dans ce livre. Et let's get into it. Plan du cours. Comme le cas clinique que nous avons utilisé est virtuel, il faut présenter ce cas clinique. Après la présentation du cas clinique, il faut parler un petit peu des généralités de la maladie, de la sclérose en plaques. On va la définir, donner quelques mots sur les données statistiques et expliquer un petit peu les phénotypes et les mécanismes physiopathologiques de la maladie. Après, on va parler de la présentation clinique d'une sclérose en plaques. Après la sclérose en plaques, c'est présenté chez notre patient. Il faut revoir les critères diagnostiques et les dernières recommandations pour établir un diagnostic qui sont... euh, on va expliquer un petit peu par la suite. Et parmi les critères, il y a l'exclusion de toute pathologie de symptomatologie similaire. La sclérose en plaques est une maladie à diagnostic d'exclusion, diagnostic d'élimination. C'est pour cela qu'il faut éliminer les diagnostics différentiels. Et après que le diagnostic est établi chez notre patiente du cas clinique, il faut donner le traitement de la maladie. And let's get into it. Cas clinique. Is that red? It looks green. I don't know. On va expliquer pourquoi j'ai utilisé ce petit quote. Pour l'état civil, c'est une patiente KH, elle n'existe pas, n'essayez pas de deviner son nom. KH, âgée de 31 ans, c'est une femme. À l'anamnèse, elle ne rapporte aucune habitude toxique et aucun antécédent particulier, médical ou chirurgical, personnel et familial. Elle s'est présentée pour se plaindre d'une baisse aiguë de l'acuité visuelle avec difficulté de discrimination entre les couleurs, des sensations d'engourdissement dans ses pieds et une incoordination dans la marche et dans les activités manuelles quotidiennes. L'installation de ces troubles remonte à 3 jours avant la consultation et vu leur durabilité et leur sévérité, elle a consulté. À l'examen clinique, la patiente était consciente, coopérante et stable sur le plan hémodynamique et bien orientée. Les nerfs crâniens ont été testés avec ce qui a objectivé une baisse de l'acuité visuelle et une NORB. NORB, c'est névrite optique rétrobulbaire, c'est l'inflammation du nerf optique, le nerf 2, en arrière de la cavité orbitaire. Ophtalmoplégie internucléaire, c'est un symptôme qu'on va expliquer un petit peu par la suite. Le testing de la motricité était normal.
La coordination, le testing de la coordination a révélé une adiadocosynésie, donc une difficulté d'effectuer les mouvements alternatifs rapides, une démarche ébrieuse et un tremblement d'intention. Ces troubles de la coordination sont l'équivalent d'un syndrome cérébelleux. Syndrome cérébelleux cinétique. À la sensibilité, on objective un signe de Romberg, un signe de l'ermite qu'on va expliquer un petit peu par la suite, et des paresthésies aux membres inférieurs. Si vous n'êtes pas vraiment familiarisé avec ces signes, vous pouvez consulter notre vidéo qui est un peu longue sur l'examen neurologique, mais ça vaut le coup pour se familiariser avec les différentes valeurs sémiologiques de chaque signe. Devant ce tableau, quels sont les principaux diagnostics à évoquer? Je vous laisse réfléchir et on va répondre à la question par la suite. Maintenant, il faut parler un petit peu de la sclérose en plaques. Définition, épidémiologie, physiopathologie. Pour définir la sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, inflammatoire, supposée être d'origine auto-immune. L'origine n'est pas vraiment certaine, c'est juste une hypothèse. Elle est démyélinisante et dégénérative. Démyélinisante, c'est-à-dire elle est destructive de la myéline qui recouvre les fibres nerveuses de certains neurones. Donc il y a le neurone qui est le corps cellulaire qui est localisé au niveau de la substance grise et la fibre nerveuse qui est l'axone, qui est le prolongement du neurone, et qui peut être myélinisé ou pas. Pour les nerfs myélinisés, les fibres myélinisées, la sclérose en plaques peut détruire la myéline qui joue le rôle d'augmentation de la vitesse de conduction de l'axone, et donc ça va interrompre la progression et la propagation du signal neuronal, ce qui va donner une symptomatologie en rapport avec les localisations atteintes par cette démyélinisation. Dégénérative, ça veut dire que c'est une dégénérescence rétrograde des neurones. Après destruction de la myéline, tout le neurone va être dégénéré, et ce qui donnera le caractère dégénératif de la maladie. Voici une coupe histologique de l'atteinte démyélinisante de la substance blanche dans le système nerveux central. C'est une maladie qui atteint exclusivement le système nerveux central, donc toute symptomatologie du système nerveux périphérique peut exclure la sclérose en plaques, ou bien c'est juste une autre maladie complètement à part. Donc il faut bien faire la part des choses, et elle touche exclusivement la substance blanche, bien que c'est ce que nous avons pensé depuis longtemps, mais récemment il existe maintenant une séquence très développée que l'on ne dispose pas ici en Algérie, bien sûr, malheureusement, dite IRM 7 Tesla. 7 Tesla qui a objectivé, ici en flèche, je ne sais pas si c'est très bien visible, mais ce sont des lésions de la sclérose en plaques qui intéressent la substance grise. Le cortex cérébral est atteint, donc ça peut même révolutionner les démarches diagnostiques de la sclérose en plaques. Sur l'épidémiologie, il faut savoir que ici en Algérie, 40 à 45 par 100 000 habitants sont atteints de sclérose en plaques, et pour le sex ratio, ce sont 3 femmes pour un seul homme. La sclérose en plaques révèle de plusieurs mécanismes possibles. Je dis possibles car c'est juste des hypothèses diagnostiques et non pas un mécanisme bien établi et bien élucidé. Donc nous avons les facteurs génétiques, notamment le typage HLA-DR2 et le typage HLA-DR1 1501 identifiés chez les blancs, et la race noire et caucasienne sont beaucoup plus intéressés par la sclérose en plaques que les blancs. Les infections, notamment la mononucléose infectieuse à Epstein-Barr virus, notamment à l'enfance, durant l'enfance,
et quelques autres facteurs environnementaux comme l'hypovitaminose D, l'obésité et le tabagisme. Pour l'immunopathogenèse, avant d'expliquer cette planche, je vous dis encore une fois, je l'annonce pour la énième fois, c'est juste une hypothèse. On ne comprend pas qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques en vrai. Il y a aussi cette hypothèse d'activation immunitaire exogène, donc à l'extérieur du système nerveux central. Il y a les T helper cells qui vont activer les cellules T cytotoxiques anti-oligodendrocytes. Les oligodendrocytes sont les cellules gliales responsables de la synthèse de myéline. Donc, elles vont détruire l'oligodendrocyte après avoir traversé la barrière hémato-encéphalique. Ici, dans ce graphe, on va expliquer les différents phénotypes, donc les différents modes de progression de la maladie. Comme c'est une maladie chronique, elle évolue. Donc à l'axe X, on va représenter le temps, et à l'axe Y, c'est les progressions et l'évolution, les évolutions des lésions causées par la sclérose en plaques. La sclérose en plaques peut évoluer sans qu'il y ait aucune rémission, aucun arrêt de la progression, qui est la forme la plus sévère et la plus maligne de sclérose en plaques, dite sclérose en plaques progressive primaire. Elle peut être d'évolution récurrente, rémitante, qui évolue donc par poussée, et by the way, une poussée de sclérose en plaques doit durer forcément plus de 24 heures. Toute maladie, toute symptomatologie neurologique focale ou multifocale évoluant en moins de 24 heures est attribuable à un AVC jusqu'à preuve du contraire, mais s'il y a amélioration en moins de 24 heures, ce n'est pas du tout une sclérose en plaques, ce n'est pas du tout une poussée. Il faut chercher un diagnostic alternatif, bien sûr. Et nous avons déjà dit que c'est une maladie à diagnostic d'exclusion, donc une poussée à elle seule ne peut rien justifier. Ok, donc c'est la sclérose en plaques récurrente rémitante, poussée plus de 24 heures, récurrence, donc elle se répète, rémitante, donc il y a des rémissions. Les rémissions peuvent aller de la simple amélioration clinique légère à l'amélioration totale, la disparition totale des signes cliniques. Donc c'est une forme beaucoup plus bénigne que la forme progressive primaire, mais il y a aussi des formes récurrentes rémittantes qui évoluent par poussée, mais deviennent progressives secondairement. C'est la sclérose en plaques progressive secondaire qui, qui est une forme clinique, un phénotype de sclérose en plaques. Chaque patient est son propre phénotype. Je note aussi le phénomène de TOF, qui est l'aggravation des signes lors de l'exposition à la chaleur ou de l'effort physique, qui est noté notamment au cours de la sclérose en plaques récurrente rémitante. Nous avons terminé avec les généralités. Maintenant que nous sommes au courant de qu'est-ce que la sclérose en plaques en général, il faut savoir sa présentation clinique. Shouya min kullesh. Pourquoi je dis shouya min kullesh? Parce que la sclérose en plaques touche le système nerveux central de façon multifocale. À l'opposé d'une symptomatologie focale, donc localisée ou attribuable à une seule localisation du système nerveux central ou périphérique, mais ici c'est le système nerveux central. Multifocal veut tout simplement dire que la sclérose en plaques peut toucher le cerveau, la cervelée, le cervelet, j'ai dit la cervelée, oh my god. Le tronc cérébral, ici c'est le bulbe rachidien, et la moelle haute et la moelle basse. Alright, quels sont les signes que peut présenter la sclérose en plaques? Littéralement, toute symptomatologie d'une atteinte du système nerveux central peut être causée par une sclérose en plaques, mais par ordre de fréquence, nous avons des signes moteurs, visuels, bulbaires, des signes du tronc cérébral en général, des signes de la moelle, des signes cérébelleux, etc. On va les classer un petit peu. Les signes moteurs, on va parler un petit peu des caractères et donner quelques mots sur les signes.
Ces signes moteurs sont très fréquents dès le début et présents dans l'évolution de la maladie chez 80% des patients présentant une sclérose en plaques. Pour les signes cliniques, tout, euh, tout trouble moteur central, donc un syndrome pyramidal, uni ou bilatéral, tout dépend de la lésion et sa localisation. Si elle intéresse la moelle, ça peut donner des paraplégies. Si elle peut aller d'une paraparésie à une tétraplégie en flexion. Tout dépend de l'étage, tout dépend de la localisation, tout dépend de la sévérité. Bien sûr, il y a des claudications intermittentes médulaires. Bien sûr, les claudications intermittentes médulaires sont des signes sensitifs car c'est une douleur, mais le, 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 le substratum moteur de cette symptomatologie, c'est la réduction du périmètre de marche. Donc c'est un trouble moteur. Ok, il y a des démarches spastiques en rapport avec une hémiplégie par exemple ou une paraplégie. Il y a la paraplégie qui donne, une hémiparésie qui donne, ou paraparésie qui donne la démarche spastique. La paraplégie va, va causer un trouble de la marche très sévère, donc le patient va avoir recours à l'utilisation d'un fauteuil roulant. Il y a le signe de Babinski qui est l'extension majestueuse du pouce, du gros orteil, lors de la stimulation de la plante du pied. Et le clonus du pied, le clonus de la rotule, le signe de Hoffman, les réflexes ostéotendineux vifs, polycinétiques, diffus, etc., etc. Un syndrome pyramidal typique. Pour les signes visuels, on va aussi entamer les caractères et les signes. Pour les caractères, ce sont des signes inauguraux de la maladie chez 25% des patients présentant une sclérose en plaques. Inauguraux de la maladie veut dire que c'est le premier signe qui annonce, euh, annonce la sclérose en plaques chez le patient. Donc, ce sont des signes très fréquents. Euh, les signes peuvent aller d'une dyschromatopsie à une cécité binoculaire. Donc il y a une baisse de l'acuité visuelle, douleur oculaire à la mobilisation des globes oculaires. Le fond d'œil peut objectiver une névrite optique rétrobulbaire. Donc je répète, c'est une inflammation du nerf optique en arrière de la cavité orbitaire. Il y a aussi l'atrophie optique ou un fond d'œil tout à fait normal. Voici la baisse de l'acuité visuelle, le fond d'œil et quelques points noirs dans le champ visuel ou voire des hémianopsies, quadranopsies, donc des anomalies du champ visuel en général. Les signes sensitifs, on va aborder les modalités et les résultats de l'examen neurologique. Les modalités, donc des paresthésies et des douleurs, surtout de type névralgique. Et à l'examen clinique, on va objectiver parfois, et c'est très fréquent d'avoir un signe de l'hermite. Le signe de l'hermite est presque pathognomonique de la sclérose en plaques, mais on ne va jamais dire qu'il est pathognomonique parce que c'est une maladie à symptomatologie multifocale et son diagnostic est un diagnostic d'exclusion. On ne va pas se permettre de dire que le patient a une sclérose en plaques juste pour le signe de l'hermite. Donc, c'est quoi le signe de l'hermite? Le signe de l'hermite, c'est une sensation d'un courant électrique douloureux au niveau de la colonne vertébrale, plus ou moins au niveau des membres supérieurs, lors de la flexion active ou passive du cou. Il y a aussi la palesthésie qui est l'abolition de la sensibilité vibratoire au diapason, l'ataxie qui est les oscillations, etc. Et le signe de Romberg qui le patient va présenter des oscillations intenses lors de la fermeture des yeux et va avoir tendance à tomber dans toutes les directions, bien sûr, quand le patient est tenu debout. Voilà la perte de sens de position spatiale, c'est des différentes parties du corps, la palesthésie et le signe de l'hermite illustré.
les atteintes du tronc cérébral, donc on va aborder les troubles oculomoteurs, le syndrome vestibulaire. Donc les troubles oculomoteurs, il y a la diplopie qui est la vision double et l'ophtalmoplégie internucléaire qu'on va expliquer dans la planche suivante. Le syndrome vestibulaire est incomplet et disharmonieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce syndrome vestibulaire est incomplet, donc il peut manquer quelques signes, et disharmonieux, donc la direction des signes est en discordance. Il y a une discordance, discordance, pardon. Je suis très dyslexique, pardonnez-moi. Donc il y a des directions opposées, par exemple entre la direction du nystagmus qui peut être horizontale ou rotatoire ou verticale, et la démarche en zigzag avec le patient qui a tendance à tomber dans une direction totalement opposée à la direction du nystagmus ou de la rotation lors de la sensation vertigineuse. Donc c'est un nystagmus de type central à l'opposé de... Pardon, le syndrome vestibulaire de type central à l'opposé d'un syndrome vestibulaire de type périphérique par atteinte du nerf 8 ou de l'oreille interne en général, qui présente un syndrome vestibulaire plutôt harmonieux. Donc il y a le nystagmus et les vertiges, etc. Pour quelques autres signes en rapport avec une atteinte du tronc cérébral, c'est la névralgie d'allure essentielle du trijumeau. On dit d'allure essentielle, mais elle est symptomatique, donc elle n'est pas idiopathique. Elle est secondaire à la sclérose en plaques par inflammation des noyaux du nerf trijumeau, localisés tout au long du tronc cérébral. Quelques signes bulbaires sont souvent très tardifs de la maladie, comme la dysphagie, la dysarthrie, etc. Ce sont très souvent la cause de la mort du patient atteint de sclérose en plaques par fausse route secondaire à une dysphagie. Heureusement, ce sont des signes tardifs, mais ce n'est qu'une étude statistique, hein, parce que la sclérose en plaques peut toucher l'individu dans n'importe quelle localisation de son système nerveux central. Donc elle peut débuter d'emblée au niveau du tronc cérébral avec des dysphagies, et le patient ne va pas avoir la même espérance de vie qu'un patient présentant des troubles bulbaires tardifs dans la maladie. Mais heureusement c'est tardif, hein, pour la majorité des patients. L'ophtalmoplégie internucléaire, donc voici une illustration des mouvements conjugués. Donc on va demander au patient de faire tourner son regard, par exemple latéralement à droite. L'œil atteint, pardon, ne peut s'adduire. Donc si l'œil atteint est l'œil droit, pardon, si l'œil atteint est l'œil droit, pardonnez-moi, c'est l'atteinte du faisceau longitudinal médian qui relie le noyau d'abducens et le noyau du nerf le nerf oculomoteur commun, le nerf 3. Donc, comme il est interposé entre ces deux noyaux, il va assurer les mouvements conjugués, donc qui font intervenir le nerf 6 et le nerf 3 à la fois. Donc le nerf 6 responsable de l'abduction, abducens, abduction, et le nerf 3 responsable de l'adduction. Dans ce cas, si le patient présente une ophtalmoplégie internucléaire, les mouvements conjugués des yeux, l'œil ne peut s'adduire, donc il n'y a pas d'adduction, mais quand on demande au patient de faire une convergence, donc au testing du réflexe de convergence, d'accommodation convergence, l'adduction est tout à fait intacte. Pourquoi? Parce que l'adduction à elle seule dépend du nerf 3 uniquement, et l'adduction dans les mouvements conjugués des deux yeux à la fois va dépendre du faisceau longitudinal médian, parce que c'est un signal à la fois entre le nerf 6
et le nerf 3. Donc le nerf 6 pour l'œil qui va faire une abduction et le nerf 3 pour le nerf qui va faire une adduction. L'atteinte du faisceau longitudinal médian fait que l'œil qui doit faire une adduction soit paralysé. Ok, voici l'illustration va vous permettre de comprendre sans trop bavarder. Quelques autres signes, nous avons le syndrome cérébelleux, les troubles mictionnels ou les troubles sphinctériens en général. Le syndrome cérébelleux peut être statique ou cinétique, avec une asynergie, adiadococinésie, démarche ébrieuse, كلش. Tous les signes d'un syndrome cérébelleux peuvent être présents. Les troubles mictionnels ou sphinctériens sont de très grande valeur sémiologique. Ils peuvent témoigner une atteinte de la moelle basse généralement. Ça peut être en rapport avec une lésion encéphalique, mais c'est plus fréquemment orientant vers une atteinte de la moelle. Les lésions médulaires basses, voilà, et il y a des troubles comme la miction impérieuse et des troubles sexuels comme l'impuissance. Quelques autres signes comme la fatigue qui est importante, qui se majore avec l'évolution de la maladie, et les troubles cognitifs et les troubles thymiques comme l'euphorie, pleurs incessants, etc. Voilà, épreuve talon-genou, épreuve doigt-nez, réflexe pendulaire, la démarche ébrieuse, les mictions impérieuses et le tremblement intentionnel du syndrome cérébelleux. Back to our patient. Chez notre patiente avec une névrite optique rétrobulbaire, un syndrome cérébelleux et des troubles sensitifs, c'est le syndrome coordonal postérieur caractérisé par les paresthésies et les paresthésies et le signe de Romberg. Comment allons-nous confirmer qu'elle est atteinte de sclérose en plaques? Je vous laisse réfléchir encore une fois et on passe directement aux critères diagnostiques de McDonald's. Remember to boycott. McDonald's ou pas, boycott bro. Tout court. Pour savoir quels sont les critères diagnostiques de la sclérose en plaques, il faut savoir quel examen complémentaire à demander. Donc, nous avons l'IRM cérébromédulaire et non pas cérébral uniquement, la ponction lombaire et quelques autres examens complémentaires qu'on va aborder par la suite. Le plus important, c'est l'IRM cérébromédulaire. Alors, avant d'expliquer les données de l'IRM cérébromédulaire de la sclérose en plaques, il faut donner quelques mots sur l'IRM cérébral normal. Il faut savoir que l'IRM, à l'opposé de la TDM ne présente pas des séquences différentes. Donc il n'y a que la TDM sans injection, la TDM injectée avec des temps et des phases, la TDM injectée, enjeu TDM, etc. Et plus ou moins le perfusion CT, la TDM de perfusion. Mais dans l'IRM, il y a plusieurs séquences T1, T2, T3, T4, T5, non, il y a une T2 et T1. T1, c'est la seule séquence que l'on injecte avec produit de contraste. Il n'y a pas de T2 injecté, il n'y a pas de T3, T4, T5, etc. Il y a des séquences spécialisées comme DWI, Diffusion Weighted Imaging, des séquences comme FLAIR, etc., etc. Il y a des séquences dérivées d'autres séquences. Et je laisse chaque séquence à introduire dans son propre cours correspondant. Par exemple, la séquence DWI pour l'ischémie, on va la voir dans le cours de l'AVC. Aujourd'hui, on va aborder la séquence T1, T2, T1 injecté et la séquence FLAIR. Ok, voici une coupe axiale d'un patient. Bon, c'est pas un patient parce que c'est une IRM cérébrale normale d'un individu qui ne présente aucune pathologie structurale de localisation cérébrale. C'est une séquence T1 de l'IRM. Pourquoi T1? Il faut savoir que la séquence T1 est dite séquence anatomique. Pourquoi anatomique?
parce que la substance blanche apparaît en blanc et la substance grise apparaît en gris. La substance blanche est dite hyper intense ou en hypersignal. La substance grise est dite en hyposignal ou elle est hypo intense. You get the idea. Donc la substance grise est foncée en vraie vie, donc elle est hypo intense. It is dark en IRM. Et la substance blanche présente un hypersignal par rapport à la substance grise. Voici la séquence T2 où le signal est inversé. Il y a une substance blanche qui est beaucoup plus foncée et en hyposignal par rapport à la substance grise corticale et des noyaux gris centraux. Il y a aussi l'hypersignal de l'eau. En général, vous voyez les globes oculaires très hyper intenses et notamment le LCR qui est très hyper intense dans les citernes de la base, l'espace sous-arachnoïdien, les ventricules et les scissures corticales au-dessous de la pimaire. Parfois, quand il y a un œdème ou une lésion, notamment juxtacorticale et périventriculaire, cet hypersignal en T2 de l'LCR va gêner les contours de cette lésion, ce qui va gêner l'interprétation de l'étendue de la lésion. Donc elle peut intéresser qu'un seul lobe, alors qu'en T2, on va avoir la fausse impression qu'elle intéresse les deux lobes à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir recours à la séquence dite FLAIR. FLAIR, c'est pour Fluid Attenuated Inversion Recovery Sequence. Fluid Attenuated means le fluide est atténué. Donc, le signal, l'hypersignal du fluide des globes oculaires et du LCR est atténué. Et voilà, il est en hyposignal pour bien tracer les contours d'un éventuel œdème ou d'une lésion cérébrale quelconque juxtacorticale ou périventriculaire pour ne pas avoir une fausse impression ou une fausse interprétation de la localisation et l'étendue des différentes lésions intra-axiales. Intra-axial veut dire à l'intérieur du système nerveux central. Dans la sclérose en plaques, on trouve des lésions arrondies ou ovalaires de diamètre de 3 mm ou 3 cm. S'il vous plaît, corrigez-moi les radiologues en commentaire. Dans la substance blanche, bien sûr, sauf لو كان عندنا une IRM 7 Tesla, mais ما عندناش. Périventriculaire ou juxtacorticale, exactement pourquoi nous allons avoir recours le plus souvent à la séquence FLAIR et non pas T2. Et T1, c'est pour les black holes, on va les voir un peu plus tard. Et elles sont multifocales, donc de plusieurs localisations. Voici une coupe axiale T2. You now know pourquoi T2, parce qu'il y a un hypersignal dans le LCR, etc. Avec quelques lésions périventriculaires entourées en orangé et d'autres lésions juxtacorticales en bleu. On voit parfaitement pourquoi l'on a recours le plus souvent à la séquence FLAIR, parce que les lésions sont beaucoup plus visibles et leur contour est beaucoup bien tracé dans cette séquence. And conclusion is FLAIR is much better. Voici une coupe axiale du même patient précédent. Ce n'est pas la patiente de notre cas clinique, mais c'est le même patient avec plusieurs coupes différentes. Ici, la séquence IST1 avec ces lésions entourées des black holes. Pourquoi black holes? Parce que ce sont des trous noirs, littéralement. Et on passe à la séquence T1 injectée qui va mettre en évidence ce
rehaussement. Rehaussement veut dire prise de contraste et dans un contexte de sclérose en plaques, c'est l'équivalent d'une lésion active, d'une lésion au cours de l'installation, une nouvelle lésion. Ce n'est pas une lésion ancienne déjà constituée, c'est une lésion au cours d'installation. Donc, rehaussement égale à une lésion active. Ok, T1, black holes, T2, pas très visible. Et flair, c'est la meilleure pour les lésions constituées et T injecté pour le rehaussement, les lésions actives, etc. Les lésions sont arrondies ou ovalaires et juxtacorticales, périventriculaires, etc. Elles peuvent dessiner ce qu'on appelle les doigts de Danson. Pardon, c'est un nom propre que مانيش شاف عليه بزاف, mais c'est un terme radiologique. Vous n'êtes pas censé devenir neuroradiologue. Hein. Okay, maybe in another day, but today we are just this extent. Okay, tomorrow we be neuroradiologist if we want to be. La ponction lombaire. واش راح نديرو. Voici une illustration d'un patient en position décubitus latéral en train de subir, en train d'avoir son espace sous-arachnoïdien ponctionné. Avec des bandes oligoclonales observées au cours de la sclérose en plaques. Voilà l'immunofixation normale et l'immunofixation et l'immunoélectrophorèse des protéines rachidiennes chez un patient atteint de sclérose en plaques. Il y a une synthèse intratécale d'immunoglobuline gamma, donc avec l'apparition de bandes oligoclonales IgG. Attention, la ponction lombaire peut être tout à fait normale. Hein. Une ponction lombaire normale n'exclut jamais le diagnostic de sclérose en plaques. Pour d'autres lésions, nous avons les potentiels évoqués visuels qui peuvent être positifs, un bilan sanguin normal et surtout l'absence de syndrome inflammatoire systémique qui peut orienter vers une lésion notamment désimmunitaire. Les immunitaires comme le neurolupus, neuro-B7, etc. On va aborder les diagnostics différentiels un peu plus tard. La ponction lombaire de notre patiente révèle des bandes oligoclonales gamma-globulines. Les bilans, la biologie est revenue normale, pas de syndrome inflammatoire systémique et les potentiels évoqués visuels n'étaient pas réalisés parce que ce n'est pas vraiment très important dans notre diagnostic. Elles peuvent être tout à fait normales. L'imagerie de notre patiente Yadra. Voici une coupe passant par le cervelet et les globes oculaires. Voici entouré quelques lésions en orangé, en beige, plus ou moins. Il faut bien zoomer pour voir les lésions, mais ce sont des lésions hyper intenses en flair. Elles sont juxtacorticales, donc sous-corticales, cérébelleuses, et deux lésions sont de part et d'autre du quatrième ventricule. Alright. Ça explique son syndrome cérébelleux, là. Oui, ça explique le syndrome cérébelleux présenté par notre patiente. Il y a aussi d'autres coupes. Ici, c'est une séquence flair plus haute avec une atteinte bilatérale des nerfs optiques. Voici l'hyperintensité en flair, l'hypersignal en flair du nerf optique. Et l'IRM médulaire a objectivé une hyperintensité, un hypersignal au niveau du cordon postérieur de la moelle épinière, au niveau de L3, et ce qui explique sa symptomatologie visuelle pour l'atteinte des nerfs optiques et la symptomatologie sensitive qui est le syndrome cordonal postérieur avec l'atteinte du cordon postérieur de la moelle. Maintenant, est-ce que le diagnostic de notre patiente est confirmé? ان شاء الله ما قلتوش ياس برك. هذا ما كان، هذا واش حبيت. مازال ما شفناش لي كريتير دو ماكدونالد وانت ما راك تقول لي ياس.
il faut que le patient réponde aux critères de McDonald's que vous devez boycotter, bien sûr, et avant de dire que le patient a ou la main douche une sclérose en plaques. Critères de McDonald's, les dernières recommandations sont de 2017. Il y a quelques ajustements en 2022-2024, mais c'est pas vraiment intéressant. Mais ce n'est pas vraiment, ça va pas vraiment changer très grande chose. Donc, l'âge de début 20 à 40 ans, l'absence de syndrome inflammatoire systémique, dissémination spatiale et dissémination temporelle. On va expliquer ces deux dernières euh, notions dans la planche qui suit, avec élimination de tout diagnostic différentiel. Alors, pour to sum this up, s'il y a suspicion, par exemple, d'une sclérose en plaques récurrente rémitante, premièrement, il faut qu'il y ait un épisode clinique objectif et non subjectif, non provoqué par la prise médicamenteuse, non provoqué par un traumatisme ou alors, avec des signes durant plus que 24 heures. Hadi 1. 2. Il faut qu'il y ait une dissémination temporelle, donc une dissémination dans le temps, DIT, donc un deuxième épisode clinique objectif non provoqué ou une nouvelle lésion apparue au cours de la réalisation d'une IRM de suivi. Donc, il faut qu'il y ait une deuxième lésion objectivée cliniquement plus ou moins l'imagerie dans un second temps, bien sûr, et non pas dans le premier épisode. Donc, un deuxième épisode, et il faut qu'il y ait une dissémination spatiale DIS, donc dans l'espace, dissémination dans l'espace des lésions, donc un nouvel épisode clinique avec signes focaux de topographie différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le patient, durant son premier épisode, a présenté un syndrome cérébelleux, le deuxième épisode va seulement objectiver une dissémination spatiale seulement objectiver une dissémination spatiale si le patient présente une symptomatologie différente qui n'est pas liée à la symptomatologie du premier épisode. Donc si le premier épisode est visuel, le deuxième épisode peut être moteur ou cérébelleux, ou etc. Donc soit objectivé par un épisode clinique objectif non provoqué, soit une nouvelle lésion de localisation différente découverte à l'IRM de suivi. Ok, donc dissémination temporelle, un deuxième épisode mais espacé, ou une nouvelle lésion de la même localisation mais جديدة, donc elle prend le contraste, il y a un rehaussement en T1 injecté dans l'IRM de suivi, et la dissémination spatiale, soit un nouvel épisode de signe en rapport avec une lésion de focalité différente, ou une nouvelle lésion de localisation différente à l'IRM de suivi. Alright? Tout ça après avoir éliminé toute maladie de symptomatologie similaire. Rappelons-nous que la sclérose en plaques est une maladie à diagnostic d'exclusion. Donc, le diagnostic de sclérose en plaques chez notre patiente, mazal ma confirmé. By the way, si la forme est progressive, un suivi d'au moins une année est nécessaire. Donc, ce mind map intéresse la forme récurrente rémitante. Si elle est progressive, on doit suivre la patiente TANA durant une année. Maintenant, on a éliminé toute maladie de symptomatologie différente. On passe au diagnostic différentiel de sclérose en plaques. Le diagnostic différentiel de sclérose en plaques, tant que c'est une maladie localisée au niveau du système nerveux central, d'évolution rémitante, récurrente ou progressive, les diagnostics différentiels peuvent être rémittants ou progressifs, diffus ou localisés dans le système nerveux central. Je vous laisse lire cette liste qui n'est pas vraiment exhaustive, mais la majorité de ces maladies doivent être éliminées chez le patient avant d'établir le diagnostic de sclérose en plaques.
Donc, un petit rappel de la présentation de notre patiente. Il y a des bandes oligoclonales à la ponction lombaire. La biologie est normale, pas de syndrome inflammatoire systémique. Nous n'avons pas réalisé des potentiels évoqués visuels. Et l'IRM a montré des lésions multifocales dans les pédoncules cérébelleuses. Un pédoncule cérébelleux, pardon pour l'erreur, et des lésions optiques et dans les cordons postérieurs de la moelle lombaire. Après 8 mois, pardon, je ne veux pas rater cette animation. Yeah. Anyways, après 8 mois, il y avait une amélioration légère et spontanée après 3 semaines de son début. Quelle forme clinique de sclérose en plaques présente notre patiente avec هاد المعلومة? Yes, c'est une forme récurrente, rémitante. Bon, jusqu'à présent, elle est rémitante. Est-ce qu'elle est récurrente ou pas? Oui, par la majoration de sa fatigue, faiblesse soudaine des membres supérieurs et inférieurs, et l'examen neurologique révèle l'apparition d'un syndrome pyramidal avec tétraparésie. Les lésions intéressent le lobe frontal. Voici sa nouvelle IRM 8 mois plus tard, T1 injecté avec, bien sûr, injecté avec le gadolinium. On va zoomer et ici entouré, il y a un rehaussement de localisation frontale dans la projection des fibres de la coronal radiata du cortex moteur, expliquant sa symptomatologie motrice. Pardon, c'est une hémiparésie, mais chez hémiparésie, ici elle est droite. J'ai fait une petite erreur dans la saisie du cas clinique, mais you get the idea. Le diagnostic est-il confirmé? كرهتم هاد la question. Let's get back into it. Âge de survenue de notre patiente, on a 20 à 40 pour McDonald's. Notre patiente est âgée de 31. Perfect. Check. Le sexe, on a le sex ratio 3 femmes pour un homme. Donc, check. C'est en faveur d'une sclérose en plaques. Les lésions sont multifocales, démyélinisantes du système nerveux central. Check. Dissémination temporelle par 2 poussées cliniques. Check. Dissémination spatiale, plusieurs lésions dans plusieurs poussées. Check. Le diagnostic de sclérose en plaques est confirmé. Maintenant, notre patiente, après un soutien psychologique avec son médecin traitant qui est toi, l'externe de garde. L'externe de garde toujours dans le PU et le service, tu dois gérer le tout. Ton résident est en train de gérer un cas d'AVC et ton maître assistant est en train de préparer ton examen d'Écosse. C'est toi qui dois traiter cette patiente. Tu dois prescrire les différents médicaments pour la patiente après avoir diagnostiqué la sclérose en plaques. Ya shatar. Let's discuss treatment. Serious side effects, by the way. Quelques modalités thérapeutiques de la sclérose en plaques possèdent comme signe, comme trouble secondaire au traitement des leucémies, littéralement un cancer du sang développé par des médicaments immunomodulateurs très puissants pour ne pas vraiment avoir un résultat spectaculaire. Ce sont des traitements utilisés uniquement pour ralentir la progression de la maladie et si c'est une forme récurrente rémitante, diminuer le nombre de poussées. Alors, traitement des poussées, c'est un volet, si c'est une forme récurrente rémitante. Traitement de fond pour diminuer le nombre de poussées pour la forme récurrente rémitante et ralentir la progression, si c'est une forme progressive primaire ou secondaire.
et le traitement symptomatique des différentes lésions engendrées par la sclérose en plaques. Traitement des poussées, hospitalisation du patient avec un bolus de corticoïdes méthylprednisolone aka Solupred non commercial pendant 3 à 5 jours. When I say bolus, I do mean bolus. As fast as la ligne intraveineuse le permet. Donc avec un régime hyposodé pour avec surveillance de la glycémie, de l'HTA, etc. Parce que c'est un traitement de corticoïdes. Et le traitement de fond est de base d'immunomodulateur, interféron bêta en première intention, immunosuppresseur si c'est une forme sévère et progressive. Le traitement symptomatique inclut l'amantadine pour la fatigue, les antiépileptiques pour les paresthésies parce que c'est un type de douleur neuropathique et les antalgiques usuels ne marchent pas. Même le palier 3 ne marche pas. Et le baclofène, pardon, c'est un antispastique qui traite la spasticité engendrée par le syndrome pyramidal. Bon, il ne la traite pas, il l'améliore avec kinésithérapie et rééducation précoce. Maintenant que vous savez diagnostiquer et gérer une sclérose en plaques, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit, Inch'Allah, dans une autre vidéo.